Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 132. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'analyse qui va porter sur les fonctions à plusieurs variables. Et plus précisément, on va démontrer une propriété que je trouve assez rigolote concernant les fonctions harmoniques. L'énoncé précis du jour est le suivant. Nous avons f, une fonction qui va de R2 vers R de classe C2, tel que son Laplacien est nul. On aimerait alors démontrer que f satisfait à cette étrange égalité pour n'importe quelle paire x, y dans R2 et pour n'importe quel réel positif petit r. Avant de discutailler de ce résultat, laissez-moi mentionner que cet exercice est un exercice qui peut s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire, à condition donc d'avoir vu le chapitre portant sur les fonctions à plusieurs variables et également d'avoir vu quelques résultats sur des chapitres annexes, notamment le chapitre d'intégration. Bien, alors ce résultat-là porte un nom. Il porte le nom de propriété de la moyenne sur la sphère. Propriété de la moyenne sur la sphère. Et en effet, si vous faites un peu attention à ce que vous voyez ici, ça c'est exactement la valeur de la moyenne de votre fonction f sur la sphère de centre xy et de rayon petit r. Et donc si je m'amuse à faire un petit dessin, ce que nous sommes donc en train de dire ici, c'est que si vous vous placez donc ici sur le plan R2 et que vous considérez n'importe quel point xy sur ce plan, puis vous considérez n'importe quel cercle de centre, ce point xy, de rayon petit r, peu importe lequel, alors la valeur moyenne que vous allez obtenir pour votre fonction f sur cette sphère, donc là ici sur ce cercle, sera exactement égale à la valeur prise par la fonction au point xy. Quand même assez rigolo comme propriété. Et donc, cette propriété est valide pour n'importe quelle fonction harmonique. Alors, une fonction harmonique, vous le voyez déjà sous vos yeux, ça veut dire que le Laplacien de cette fonction est nul, en plus du fait que cette fonction est C2. Donc, on dit qu'une fonction est harmonique, normalement sur un ouvert, donc là ici sur R2, si et seulement si cette fonction est C2 et que son Laplacien, donc le Laplacien, je rappelle son expression, c'est la dérivée 2 fois de f en x plus la dérivée 2 fois de f en y est égale à 0. Donc c'est ça que ça veut dire avoir une fonction harmonique. On a déjà rencontré les fonctions harmoniques sur la chaîne, notamment il y a 10 exercices de colle précédents. C'était l'exode colle numéro 122, où nous avions démontré que l'ensemble des fonctions harmoniques étaient stables par précomposition via des fonctions orthogonales. Donc les harmoniques sont stables par précomposition via des fonctions donc là, c'était dans un cadre même encore plus général ici, on travaillait dans Rn. Donc là, ici, dans les fonctions orthogonales de R2. Donc c'est ça que nous avons fait précédemment sur la chaîne et à quel moment, en fait, on a déjà rencontré les fonctions harmoniques. Donc je ne vais pas me relancer dans un blabla très détaillé sur les fonctions harmoniques, mais je vais quand même mentionner deux, trois petites choses, notamment un truc que nous n'allons pas faire ici, mais qui est quand même un résultat assez intriguant. Donc, d'une part, cette chose-là peut se généraliser. On pourrait travailler sur n'importe quel ouvert de Rn et considérer les fonctions harmoniques sur cet ouvert de Rn et voir que ça satisfait encore une fois à la propriété de la moyenne sur la sphère. Bien sûr, on va se retrouver donc avec des intégrales à plusieurs variables, donc ce qu'on appelle des intégrales multiples. Et il y a une écriture un peu plus spécifique en introduisant la bonne mesure également, parce que là, il y a un jeu de mesures à faire intervenir, des mesures de Lebesgue un peu spécifiques pour le calcul de l'intégrale sur la sphère. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'on peut généraliser ça donc sur des ouverts de Rn. Et un autre truc encore plus étonnant, c'est que la réciproque, si on ajoute quelques conditions sur la fonction f, la réciproque serait vraie. Si vous travaillez avec une fonction qui est continue, vous n'avez même pas besoin de préciser la régularité de votre fonction. Vous pouvez très bien travailler avec une fonction qui est continue, de R2 vers R, sans que vous sachiez qu'elle est C2, sans que vous sachiez que le Laplacien est nul. Vous demandez juste à satisfaire à cette propriété de la moyenne. Eh bien, vous pouvez démontrer que la fonction que vous aviez est une fonction harmonique. Alors, ce n'est pas un exercice simple du tout, bien sûr,
mais sachez que la réciproque est également vraie. Donc quand même, chose très étonnante. Ici, nous allons juste nous satisfaire de démontrer que si notre fonction est harmonique, alors nous avons la propriété de la moyenne sur la sphère. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Je pense que non. Je pense qu'on a déjà pas mal de choses là. Donc je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre, et plus précisément que je vous donne un plan d'attaque pour résoudre cet exercice, et puis ensuite que je vous donne une résolution. Très bien, j'espère que vous aurez essayé, que vous aurez au moins réfléchi un peu à comment attaquer cet exercice. Alors pour résoudre cet exercice, il faut déjà constater un truc plus ou moins rigolo déjà par rapport au calcul qui se trouve ici. Vous pourrez constater que tout ce calcul dépend de R, ici, mais pas de l'autre côté. Donc déjà, vraisemblablement, la fonction qui semble être en jeu ici, dépendant de R, est constante. Et donc tout l'objectif va être de démontrer en fait que la fonction qui a R associe cette intégrale-là, on peut prendre en compte le 1 sur 2pi ou pas, hein, peu importe. Ici, je ne vais pas en prendre compte, j'en prendrai compte qu'à la fin des calculs. Mais je vais juste m'amuser à regarder la fonction qui a R associe cette chose-là pour x et y fixés et montrer que cette fonction-là est constante en fonction de R. Et vous pourrez directement constater que si R est égal à 0, vous avez en effet l'égalité souhaitée, puisque si vous mettez R égale 0, vous vous retrouvez avec l'intégrale constante sur 0 de pi. Donc constante fois 2pi divisé par 2pi, ça vous donne bien la constante f de xy. Donc voilà déjà l'objectif de la résolution. C'est montrer que la fonction que je vais appeler phi, qui a R associe l'intégrale de 0 à 2pi de f de x plus r cos t, y plus r sin t, intégrale dépendante de t, est constante pour x, y dans R2 fixé. Si on arrive à montrer ça, eh bien, on aura gagné. Et ensuite, il faudra juste s'assurer qu'on pourra remplacer petit a par 0 et conclure. Conclure est exactement l'égalité souhaitée. Alors, pour le faire, nous allons passer par différentes étapes. La première étape, c'est qu'on va considérer la fonction qui se trouve là-dedans et s'amuser à faire quelques calculs de dérivation. Donc, on va considérer la fonction g qui, à la paire rt, associe justement donc f de x plus r cos t et y, pas plus ici, y plus r sin t. Donc bien sûr, c'est une fonction qui est définie ici de r plus vers, r plus croix 0 de pi vers r, bien sûr. Et le premier truc que je vais vous inviter à faire, qui est un truc assez classique à savoir faire, notamment en physique, c'est de faire des liens entre les dérivées partielles, et notamment, je vais vous demander d'établir une relation entre la dérivée selon R, je vais y arriver, hop, la dérivée selon R de R fois la dérivée de G selon R, et la dérivée 2 fois de G en T. Alors pour ceux qui normalement ont l'habitude de faire des changements de variables, là ici notamment un champ de variables entre cartésien et sphérique, ou cartésien et cylindrique, normalement ce genre de lien vous devriez quasiment le connaître par cœur. Bon, je dis bien vous devriez connaître par cœur, voilà, on va mettre ça entre guillemets parce que c'est pas toujours vrai, mais c'est un calcul hyper classique, et donc si vous l'avez jamais fait, faites-le là, ça sera vraiment l'occasion de mettre un peu les choses à nouveau en marche concernant des calculs de dérivées partielles, et ça vous servira notamment en physique. Bien, donc ça, première chose à faire. Deuxième chose, on va montrer que phi est C2 sur R+, et établir une équation différentielle satisfaite par phi. Donc la deuxième étape, c'est juste étudier la régularité de la fonction phi
Et donc pour l'étudier, bah là, vous devriez le sentir venir, on va s'amuser à utiliser de la dérivation sous signe intégral. Et donc, bah, une fois qu'on aura fait tout ça, bah, on pourra conclure. Et normalement, l'équation différentielle satisfaite par phi devrait vous aider à vous amener à la conclusion souhaitée. Donc voilà, vous avez le plan sous vos yeux. Je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice en suivant ce plan par vous-même avant que je ne fasse quoi que ce soit. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Maintenant que je vous ai donné le plan, l'exercice devait sembler être plus facile qu'à l'énoncé de base. Donc, bah, je vais d'abord me lancer à faire un peu de calcul. Et je pense que c'est hyper important de savoir faire ce genre de petits calculs, juste déjà pour montrer qu'on sait faire du calcul différentiel, ça c'est déjà pas mal, et d'autre part parce que c'est vraiment un résultat hyper classique qu'on utilise, j'ai pas envie de dire à tour de bras, mais presque, en physique, quand il s'agit de faire des changements de coordonnées, donc comme je l'ai dit, coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires ou coordonnées cylindriques. Pardon. Très bien, donc sphérique, cylindrique, bref. Ça sera en 3D. Mais... attaquons donc cette première partie en faisant quelques calculs de dérivés. Et pour faire les calculs de dérivés, on va devoir utiliser des formules de transfert qui sont les analogues des formules de dérivés de composition de fonctions. Très bien, alors si maintenant je m'amuse à calculer la dérivée de g selon r, alors, je ne vais pas m'amuser à réécrire les variables à chaque fois. Normalement, je dois écrire aussi que ça va dépendre de x plus r cos θ, puis y plus r sin θ pour f, et pour g, je dois juste mettre rt. Je vais éviter de les écrire parce que sinon, après, sur le tableau, j'aurai plus de place. Voilà. Je vais essayer de maximiser la quantité de choses que j'aimerais écrire sur le tableau. Et donc, d'ailleurs, pour cela, je vais peut-être remonter un tout petit peu le début de mon calcul ici. Hop. Juste histoire d'essayer d'avoir un maximum de place pour les calculs et puis aussi les ordonner de manière assez claire. J'ose espérer. Si j'ai à effacer une partie du tableau, bah, je l'effacerai. Tant pis. Je vais essayer quand même de garder le plan sous les yeux pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, je veux calculer cette dérivée. Donc pour calculer cette dérivée, je dois utiliser de la composition. Pensez vraiment dérivée de composition. Pour la dérivée de composition, ça veut dire que je vais devoir dériver selon la première variable ici, pour f, et la dérivée selon r va me faire sortir un cos t. Donc là, je vois que j'ai cos t, et puis ensuite, j'ai la dérivée de f selon x, donc dérivée de f selon x, que je dois calculer normalement en cette paire. Puis ensuite, j'ai plus sin t, et là, je dérive selon y, donc d rond f, d rond y. Très bien. Alors après, on me propose de calculer, de multiplier par r, puis ensuite de dériver. Donc c'est reparti. Je vais donc faire maintenant le calcul qui m'était demandé. Dérivé selon r de r fois dérivée de g selon r. Donc si je me lance à faire ce calcul, bien sûr c'est le produit, c'est censé être un produit. Donc je me rends compte que je dois avoir la dérivée de g selon r qui doit apparaître quelque part. Donc bah, je dois forcément réécrire ce qui est ici. Cosinus t dérivée de f dérivée x plus sin t dérivée f selon y. Et après, bah, il faut que je dérive, donc il faut que je multiplie par r et que je redérive ce que j'avais ici par rapport à r. Donc si je redérive par rapport à r ce que j'ai ici, vous voyez très vite que je vais faire ressortir un cos carré. Donc je vais l'écrire. Donc là, on a plus r fois. Là, je vais faire sortir un cos carré si j'imagine que je dérive selon la première variable deux fois. Donc je vais avoir cos carré de t d rond 2f d rond x2. Puis ensuite, je vais avoir un cos fois sin fois la dérivée de f en x et en y. Donc là, je vais avoir cos t sin t dérivée 2 fois de f en x et en y. Alors là, l'ordre de dérivée de x, dérivée de y importe peu, puisque vous savez que votre fonction, elle est C2, donc vous pouvez utiliser la propriété de Schwartz, mon théorème de Schwartz, qui vous permet d'affirmer que la dérivée 2 fois de f en x puis en y, c'est la même que la dérivée de f en y puis en x. D'ailleurs, je pense que je l'ai mal dit, donc ça veut dire que j'ai dérivé en x après avoir dérivé en y, et ici j'ai dérivé en y après avoir dérivé en x.
Donc là d'ailleurs, je n'ai pas écrit forcément le bon, mais c'est pas très grave parce que le théorème de Schwartz me permet d'affirmer que nous avons cette égalité. Chose que nous avons déjà vue sur la chaîne, je pourrais mettre en lien en description un exercice dans lequel on a utilisé ce théorème. Bref, donc nous avons ce truc-là qui va apparaître finalement 2 fois, puisque vous avez ici aussi à devoir dériver selon R, hein, ce qui se passe ici, là. Donc vous allez avoir en fait donc, cosinus fois sinus, et ici vous allez avoir dérivé de f dérivé en x, y, de cosinus, donc encore le truc en cosinus, x plus r cos, et y plus r sin. Donc une fois que vous avez ça, bah là vous allez vous retrouver alors avec 2 fois, finalement, 2 fois cosinus sinus de cette chose. Puis ensuite, plus, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste sinus carré de t fois d rond f sur d rond y2. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok, donc là je viens de faire le calcul de dérivée qui, quand tu regardes l'expression, tu as l'impression que ça fait un peu peur, mais en fait il ne fait pas si peur que ça. Maintenant on va attaquer l'autre calcul de dérivée qui, lui, ne fait pas si peur que ça quand on voit cette expression, mais qui finalement va demander pas mal de calculs. Alors on est parti. Commençons par dériver une fois selon t cette fonction. Donc si je dérive selon t, encore une fois, formule de transfert, donc formule de dérivée composition. Donc là, il ne faut pas se planter, la dérivée de cosinus, la dérivée de sinus. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Comment on s'en souvient? Bon, moi, pour ma part, j'ai mon moyen mnémotechnique, qui n'est pas du tout celui avec le cercle trigonométrique, mais qui est juste de retenir la forme des fonctions autour de 0. Donc ça, c'est cosinus, hop, et ça, c'est sinus. Et donc, vous voyez que la fonction sinus, elle est croissante, donc ça veut dire que la dérivée doit être positive. Et donc, bah, si la dérivée est positive, ça veut dire qu'entre moins cos et cos, ça doit être cos. Et puis pour cos, bah, je vois que la fonction, elle est croissante puis décroissante, donc ça veut dire que la dérivée doit être positive puis négative, alors que le sinus est négatif puis positif, donc il faut un moins. Donc ça me permet de retrouver en effet que cos prime, c'est moins sin, et que sin prime, c'est moins cos. Voilà, donc ceci est dit. Après, bien sûr, il y a le cercle trigonométrique, pas moins cos, c'est juste cos. Aussi, il y a le cercle trigonométrique à lire dans le bon sens, sauf que bon, comme j'ai déjà du mal avec ma gauche et ma droite, j'ai également du mal à lire le cercle trigonométrique dans le bon sens pour pouvoir avoir les dérivés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt l'habitude d'avoir ça en tête, et surtout que c'est très utile pour aussi se souvenir des développements limités de cosinus et de sinus. Puisque là, je vois que j'ai du x carré et constante, alors que de l'autre côté, là, j'ai un truc qui est affine, enfin même linéaire, j'ai juste fois x. Voilà, ça me permet de retenir aussi ça, ce petit dessin de cos et sin autour de 0. Bref, maintenant ceci étant dit, lançons-nous vraiment dans le calcul. Donc nous avons d rond f selon x, et après je dois dériver le cosinus en t, donc là ça fait moins sin de t. Et puis après je dois faire la même chose, mais en y, donc la dérivée de cosinus, c'est la dérivée de sinus et cosinus, donc j'ai cosinus de t, ensuite d rond f sur d rond y. Bon, ça va, la première étape est pas trop moche, mais la deuxième étape devient un peu plus moche. Donc, deuxième étape, je veux dériver 2 fois la fonction g en t. Et maintenant, je vais prier pour ne pas faire d'erreur de calcul, ça serait quand même dommage. Donc, dérivée de sinus et cosinus, donc j'ai moins cosinus t, dérivée de f, dérivée en x, puis après, je dois faire dérivée de f, Alors, je rappelle encore une fois que là, ce que je dois écrire, normalement, c'est cette chose-là, hein, donc x plus r cos t, pardon, et y plus r sin t. Donc ça veut dire que la fonction qui est ici dépend de t, hein, encore une fois, exactement comme on l'a fait tantôt. Hein. Donc là, je dois dériver selon la première variable, et encore une fois, ça va me faire sortir un moins sin, donc ça va faire un sinus carré finalement. Donc je vais avoir un sinus carré de t fois la dérivée, que je fasse pas de bêtises, donc la dérivée de f. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai peut-être oublié des R là. Ouais, il y a des chances. Donc j'ai oublié des R. Là j'ai un R. Là j'ai un R, je crois. Parce que oui, bien sûr, il y avait une constante fois R. Hein. Voilà, je l'ai oublié, je me rattrape. Donc là ici, j'ai du coup, j'ai juste un R costé. Ouais, c'est ça. Donc ça va. Ensuite, j'ai ici mon sinus carré qui va multiplier aussi mon R en carré. Donc ça marche aussi. Je réfléchis. Donc très bien, on va avoir ça, donc 2 fois en x. Ok.
Et j'ai dit je voulais encore dériver, donc je vais essayer de le laisser dans la même ligne. Puis après, je dois dériver selon ce qui se passe en y. Et là, je vais avoir du r carré sin t cos t. D rond 2f, d rond x2, d rond y2. Pourquoi je mets des 2? Pas besoin ici. Très bien, donc ça c'est la première partie de la dérivée. Maintenant, il faut que je fasse la deuxième partie de la dérivée. Donc là, je vais avoir du dérivé de cos, c'est moins sin, donc moins r sinus t d rond f d rond y. Et après, je dois dériver selon x, donc là, je vais avoir du moins r carré sinus t cos t, et là, je vais avoir encore une fois d rond 2f, d rond x, d rond y. Bon, j'aurais pu mettre juste x2 ici, c'est pas grave, j'ai réécrit. Bon. Et puis ensuite, je dois dériver selon y, et là, je vais avoir du r carré cos carré, donc plus r carré. Est-ce que c'est bien un plus? D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Oui, c'était un plus. Donc oui, donc plus r carré cos carré de t d rond 2f sur d rond y2. Voilà, alors maintenant, il faut comparer les deux expressions et on doit pouvoir établir une relation entre les deux. Et si vous comparez les deux expressions, vous pourrez constater qu'on a les mêmes termes qui semblent apparaître, mais il manque un fois r pour pouvoir les faire apparaître correctement. Et donc, en effet, si je m'amuse à faire r fois la dérivée que j'ai fait par rapport à r, donc ça, d rond g, d rond r. Donc si je m'amuse à faire ça, plus la dérivée de g en T2, donc essayons de voir ce qui se passe. En multipliant par R, ça veut dire que je vais avoir ce terme-là, je vais mettre de la couleur. Je vais avoir ce terme-là qui se simplifie avec ce terme-là, donc clac, clac, hein, j'ai un fois R, je répète. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Que je ne fasse pas de bêtises encore une fois. Je vais avoir lui aussi qui devrait se simplifier, donc j'ai en effet le R sin T ici avec lui, ça va. Ensuite, j'ai R carré cos carré d rond f là, et j'ai R carré sin carré. Très bien. Donc là, je me rends compte que déjà, j'ai un R carré cos carré de t plus sin carré de t qui apparaît le tout fois d rond 2f, d rond x2. Donc ça, c'est en prenant ces termes-là avec ce terme-là. Très bien. Ensuite, ce 2 fois r carré sin t cos t dérivé 2 fois xy, eh bien je le retrouve ici en multipliant par r. Donc en effet, lui va se simplifier, clac, avec les deux machins qui sont ici. Voilà. Et puis les derniers termes qui me restent, c'est du r carré sin carré plus r carré cos carré de dérivée de f en y2. Donc en soi, je vais avoir ceci. D rond 2f, d rond y2. Et bon, on sait que la fonction est harmonique. Donc ça veut dire que ça, c'est le Laplacien de f et ça vaut 0. Et puis bien sûr, tout le reste, il n'y a aucun problème pour que tout ce que je viens d'écrire vale 0. Conclusion, vous avez donc la relation qui est ici. D rond, donc R fois D rond sur D rond R fois D rond G sur D rond R. Et bien ça, c'est égal à D rond 2G sur D rond T2. Et ça, c'est justement une égalité assez classique quand il s'agit de faire un changement coordonnées cartésien à coordonnées polaires. Donc ceux qui connaissent ça n'auraient même pas besoin de faire les calculs s'ils se souviennent bien de leur formule. Sinon, voilà la preuve qui vous met en avant pourquoi en effet on a cette relation-là par un changement en coordonnées polaires. Très bien, je vais effacer et je vais garder la formule. N'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, c'est encore fait pour ça. S'il y a des explications qui vous ont manqué. Bon, bien sûr, là, c'était vraiment que du calcul, mais je pense que ça fait vraiment pas de mal, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Donc, c'est important de maîtriser le calcul de dérivée partielle, le calcul différentiel. Donc, voilà, je vais réécrire la formule, si vous voulez, ou la relation que nous avons trouvée dans un coin, parce qu'elle va me servir. D rond G sur D rond R, plus D rond 2G sur D rond T2, qui est égal à 0. Donc deuxième étape, je veux démontrer que la fonction phi, elle est C2 sur R+. Puis, j'aimerais ensuite établir une équation différentielle satisfaite par phi. Bon, là, comme je l'ai dit, c'est de la dérivation sous signe intégral.
Donc je vais garder la notation G pour la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale, bien entendu. Et donc, que doit satisfaire cette fonction G pour pouvoir s'assurer qu'on ait le droit de dériver deux fois? Alors déjà, pensons aussi au cas où on doit dériver une fois. Donc, il faut s'assurer déjà que la fonction soit bien intégrable sur la variable par laquelle on fait le calcul d'intégrale. Donc, la fonction qui a t associe g de rt, bien sûr, c'est une fonction qui est continue sur le segment 0 de pi, étant donné que f, je le rappelle, est continue, car en plus de ça, elle est C2. D'accord? Donc il n'y a pas de problème, elle est C2 sur, R2, donc il n'y a pas de problème, ça c'est satisfait. Donc comme c'est continu, évidemment, c'est intégrable sur 0,2 pi. Donc, continu, intégrable. Pourquoi? Bah, parce que vous avez une fonction continue sur un segment, hein, ça peut être une réponse possible. Donc fonction continue sur un segment, réflexe, ça veut dire que c'est borné, et donc ça atteint ses bornes, et donc bah voilà, ça permet de justifier complètement que la fonction est bien intégrable. Ensuite, bah, il faut que je regarde la fonction qui a R associé GRT. Et cette fonction-là, elle est bien de classe C2, étant donné que la fonction f est de classe C2. Donc cette fonction-là est C2 sur R+, bien évidemment, étant donné que f l'est. Très bien. Et puis après, il va falloir que je m'amuse à regarder les autres dérivés et que je regarde par rapport à t ce qu'il en est. Donc si je regarde les autres dérivés, j'ai R qui associe la dérivée de G en R, RT, et pareil pour la fonction dérivée deux fois, et c'est pas R que je voulais regarder, c'est en T. Donc T et T, voilà. Donc R, T. Ces deux fonctions-là sont bien évidemment continues sur 0,2 pi, et donc sont aussi intégrables, il n'y a pas de problème. Et maintenant, bah, il reste peut-être une dernière chose à satisfaire, c'est la domination. Alors après, bien sûr, vous pourriez me dire, oui, la domination, je ne suis pas forcément obligé de passer par là. Bon, il y a peut-être moyen de faire un peu autrement. Certes, mais ici, je vais utiliser quand même la domination, parce que bon, bah, pourquoi pas utiliser une formule, enfin, le théorème de dérivation sous signe intégral un peu généralisé, mais probablement qu'on peut s'en sortir sans forcément passer par des, comment dire, des conditions très strictes. Donc là, si je veux utiliser la domination, je ne vais pas pouvoir le faire sur tout R2. Ça ne va pas être possible. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à le faire sur tout compact. Et en démontrant, donc sur tout compact, je ne vais pas prendre n'importe quel compact, je vais prendre des boules centrées en XY de rayon grand R. Vous allez voir très vite ce que j'entends par là. Donc c'est-à-dire que je vais fixer une variable grand R et je vais montrer que sur n'importe quel segment 0 grand R, je vais avoir ma fonction qui va être C2. Et donc après le grand R, je peux le faire tendre vers plus infini, je conclus. Voilà exactement ce que je vais faire. Et ce grand R, bah, je vais en pouvoir l'utiliser de la bornitude de ma fonction f, étant donné qu'elle est continue et que les dérivées sont également continues. Je sais qu'elle va être bornée sur les compacts, et donc bah, je peux prendre les normes infinies sur ces compacts-là pour conclure. Donc très bien, je vais écrire ce que j'ai commencé à dire ici. Donc je vais considérer grand R une valeur réelle strictement positive. Et donc pour tout petit r dans l'intervalle 0 grand R, je vais avoir la chose suivante. Je vais avoir la valeur absolue de G de RT qui est inférieure ou égale à la norme infinie de G ou de F, peu importe même. Je vais même mettre F. Bon, je vais laisser G, comme ça on n'aura pas de problème. Donc la norme infinie de G, bien sûr, sur la boule centrée en 0 de rayon. Donc centrée en 0 de rayon grand R, donc bien sûr. Et puis je fais la même chose pour la dérivée de G, pardon. Donc ça, je peux aussi le majorer par la norme infinie de G, de la dérivée de G sur la même boule. Donc la boule là, ici, c'est le segment 0R, bien sûr. Je vais peut-être écrire juste segment 0R. Ça sera plus clair. Donc 0R. Qui est rien d'autre que la norme infinie, bien sûr, de F sur la boule centrée en XY de rayon grand R, bien sûr.
Donc là, pareil pour la dérivée. Donc j'ai dérivée de g, dérivée tac, sur le segment 0R, clac. Et j'ai la même chose pour la dérivée seconde, bien sûr. Et bien sûr, les normes infinies sont bien définies, il n'y a pas de problème. Étant donné, donc encore une fois sur 0R, étant donné que chacune des fonctions sont continues. Donc chacune des fonctions qui sont en jeu sont continues sur 0R, donc bornées. Encore une fois, le même réflexe toujours, hein. C'est des fonctions. Voilà. Donc c'est terminé, j'ai bien toutes les hypothèses qui vont me permettre de conclure que la fonction est bien C2 sur n'importe quel compact, sur n'importe quel segment 0R, et donc ça signifie qu'elle est bien C2 sur R+. Donc ainsi, phi est C2 sur tout segment 0R, 0 grand R avec grand R dans R+, et donc C2 sur R2. Enfin sur R, tout court. Pardon. Hop. Sur R+, oui d'ailleurs. Voilà. Très bien. Donc voilà, bon, bien sûr, encore une fois, on aurait pu affaiblir, on aurait pu ne pas passer par la domination, certainement qu'on pouvait aller un tout petit peu plus vite, mais ça fait pas de mal de rappeler les hypothèses qu'il faut satisfaire pour pouvoir appliquer la dérivation sous signe intégral de manière un peu générale. Bon, très bien. Alors maintenant qu'on a montré que phi est C2, eh bien, on va en profiter et dériver notre fonction. Hop. Sans répugne. Et voir un petit peu ce qui se passe. Ok, alors si je prends ma fonction, si je prends ma fonction et que je la dérive, donc ma fonction phi, hein, je répète, c'est l'intégrale qui est ici, donc l'intégrale de 0 à 2pi f de x plus r. Bon, encore une fois, je vais peut-être pas écrire tout ça, histoire de pas trop se perdre. Donc c'est G, d'ailleurs, je vais peut-être juste écrire G. Ce sera beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc je vais écrire G de RT. Voilà, ça sera mieux. Vous avez phi prime de R, donc par dérivation sous signe intégral, qui vous dit aussi que c'est égal à la dérivée de G en R calculée en RT, dt. Et puis vous avez également phi seconde de R, qui est égal à l'intégrale de 0 à 2pi, dérivée 2 fois de G, RT, dt. Et donc, ce que vous avez très envie de faire normalement, une fois que vous avez écrit toutes ces dérivées, c'est d'utiliser la relation qui est ici. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, vous avez envie de calculer cette chose-là. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, si je m'amuse à calculer cette chose-là, donc j'ai envie de multiplier par... Donc, j'ai normalement très envie de multiplier par R, donc c'est ce que je vais faire, je vais multiplier par R. Et si je multiplie par R, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais obtenir la chose suivante. Donc, R phi prime de R. Bon, je vais l'écrire de manière un peu moche. Hein. R phi prime de R prime. Donc si je l'écris comme ça pour juste expliquer ce que je suis en train de faire, hein, donc là ça fait la même chose que phi prime de R plus R fois phi seconde de R, bien sûr. Donc je vais avoir ceci. Et après je dois remultiplier par R, donc je vais avoir R fois phi prime de R plus R carré phi seconde de R. Donc je vois cette formule se dessiner. Cette formule-là, si je l'écris sous la forme d'une seule intégrale, je vais avoir l'intégrale de 0 à 2pi, exactement de R, donc R, que je l'écrive correctement, R fois dérivée selon R de R dérivée selon R de G, calculer, bien sûr, mon intégrale selon T, que je n'ai pas réécrite. Or, ça, je sais que c'est égal à moins la dérivée 2 fois de G en T. Donc, je vais pouvoir écrire la chose suivante. Ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de la dérivée 2 fois de G en T2. Donc, bien sûr, il y a un moins dt. Et là, vous êtes en train de calculer une dérivée selon T. Et vous faites ensuite une primitive. Donc, ça veut dire que vous allez monter d'un cran remonter d'un cran par rapport aux dérivations.
Au final, vous pouvez donner une primitive de cette chose. Cette chose, c'est en fait la dérivée de g en t, tout simplement, que vous voulez calculer en 0 et en 2pi. Et là, il y a un truc rigolo qu'il faut aussi constater, c'est que la fonction selon t, elle est 2pi périodique. Donc la fonction g étant 2pi périodique, la dérivée selon t est également 2pi périodique. Puis pareil pour toutes les dérivées successives. Donc vous pouvez conclure très rapidement que ce truc-là est égal à 0. Donc, car g est 2pi périodique. Et de même, et donc de même, pour la dérivée de g en t. Et voilà, donc, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, là, la 2pi périodicité, ça permet de conclure que ça c'est égal à 0, puisque vous avez finalement un nombre que vous allez soustraire avec le même autre nombre, puisque ça va être la valeur en 0 et la valeur en 2pi. Voilà, c'est tout simplement ça. Bref, ceci vous permet de conclure l'équation différentielle que nous devons avoir pour phi. En fait, l'équation différentielle sera alors r phi prime de r plus r carré phi seconde de r qui est égal à 0. Et bien sûr, vous pouvez simplifier par r si vous le souhaitez et obtenir la même équation dans r plus étoile, bien sûr. Voilà. Donc là, ici, je voulais juste une équation par rapport à ce qui se passe en r, donc dans r plus. Et on conclut cette chose-là. Voilà, alors maintenant qu'on a notre équation différentielle, j'affirme qu'on peut conclure. Ça sera donc notre troisième étape. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo, à faire demi-tour, c'est fait pour ça. Je le répète. Hop. Je pense que j'ai plus besoin de ça. Voilà. Maintenant, j'ai juste besoin de ça. Donc, troisième étape. Eh bien, nous allons résoudre cette équation différentielle, tout bonnement. Donc, nous avons r phi prime de r plus r carré phi seconde de r qui doit être égal à 0. Et là, tout de suite, vous avez envie de le résoudre dans r plus étoile, on va faire ça. Donc, dans r plus étoile, nous allons obtenir que r, alors vous pouvez simplifier par r, et vous avez phi prime de r plus r phi seconde de r qui est égal à 0. Et là, c'est une équation classique du premier ordre en phi prime. Donc vous allez pouvoir conclure que phi prime de r, c'est rien d'autre qu'une constante fois exponentielle de moins une primitive de ce qui se passe ici. Donc primitive, alors est-ce que je m'y suis pris correctement? Non, c'est pas primitive de r, c'est pas ça, il faut que je simplifie. Il faut que j'écrive plutôt sous cette forme-là pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose d'habituel. Donc là, je vais avoir moins une primitive de 1 sur r, et la primitive de 1 sur r, ici, c'est ln. Donc je vais avoir ln. ln de r. Voilà. Donc je vais avoir ceci, et ceci est égal à k fois 1 sur r. Donc avec k, que je fasse pas de bêtises, qui est un réel. Alors maintenant que vous avez ça, vous savez que phi prime doit être continu sur R+. Or, phi prime est continu sur R+. Donc comme phi prime est continu sur R+, notamment en 0, vous n'avez pas beaucoup de choix pour la constante ici. La constante, ça n'a pas d'autre choix que d'être nul. Par conséquent, k doit être égal à 0. Ce qui signifie alors que phi prime égale 0. Et donc vous concluez en effet que phi est constante sur R+. Et donc comme phi est continu, bon, après je ne suis pas obligé d'utiliser ça, mais je vais mettre entre parenthèses, comme phi est continu, on a phi de r qui est égal à phi de 0. Phi de 0, comme je vous l'ai fait constater, c'est exactement égal à f de xy. Donc pour tout r dans R+. Et ceci permet donc de conclure la résolution de cet exercice.
Voilà, donc c'est un très joli exercice qui fait appel à pas mal de petites choses. D'une part, du calcul différentiel, hein, on s'est amusé à donc établir cette relation que l'on connaît assez bien normalement en physique quand on fait des changements de variables, notamment changement de coordonnées cartésiennes en polaire. Voilà, donc on a dû réétablir cette relation. De cette relation, on a pu obtenir une relation pour la fonction phi, cette fonction phi par rapport à cette intégrale-là qui dépend de R. Et donc d'abord, il fallait vérifier qu'elle était bien C2, puis ensuite établir cette équation différentielle. Et une fois l'équation différentielle établie, on la résout. Et en la résolvant et en notant aussi la régularité de notre fonction phi' ici, on conclut que phi' doit être nul et donc que notre fonction est constante. C'est quand même un très joli exercice. Donc voilà, je le répète, ce qui est assez étonnant, c'est que la réciproque est aussi vraie. Donc si vous travaillez avec une fonction continue qui satisfait à cette relation-là, alors vous pouvez montrer qu'elle est harmonique. Et bon voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple du tout. Je ne vais pas m'amuser à l'établir ici. C'est pas forcément l'objectif hein, non plus. On peut faire des exercices poussés en exo de colle ou petits exos de colle, hein, bien sûr. Hein. Ça a toujours été ma signature sur la chaîne. Mais bon, on va pas non plus aller trop loin. C'est déjà pas mal. Bref, aujourd'hui, on a attaqué un exercice qui était pleinement dans le programme, qui est un exercice quand même très classique, qu'il est vraiment important de savoir maîtriser. Je suis certain que c'est un exercice que vous allez croiser ou que vous avez déjà croisé, si vous avez déjà donc passé votre deuxième année de classe préparatoire et que vous êtes en train de tuber cette année. Donc voilà, vraiment exercice hyper classique à savoir faire et je vous invite fortement à le retravailler s'il y a certains points qui ne vous ont pas paru si clairs. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!